Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre live Recruter, fidéliser, engager, mission possible ou impossible. Vaste sujet. J'ai le plaisir et je suis ravie d'échanger avec Marie-Sophie Zambo, que je laisserai se présenter dans quelques instants pendant 35 minutes, pour savoir comment accompagner les nouveaux défis de la gestion des talents. En fait, que faire concrètement, on se le pose tous, pour répondre aux attentes de nos collaborateurs et aux besoins et aux nécessités de nos organisations, de nos entreprises. Donc, ce que je vous propose et ce que nous vous proposons pour que la discussion soit fluide et enrichissante, c'est de garder toutes vos questions, et j'espère qu'elles seront nombreuses, et de les inscrire dans le chat qui est présent dans le live, et on consacrera une dizaine de minutes à la fin pour y répondre. Donc, pour ma part, je suis Marianne Cordré, je suis la VP People au sein de Ressia, et je suis ravie et j'animerai ce live. Avant de plonger dans la discussion, et je sais qu'avant que Marie-Sophie se présente et vous en mourrez d'envie, rapidement, je vous présente Eurecia, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Chez Eurecia, nous croyons fermement que l'épanouissement des individus est la clé, le facteur clé de la performance des entreprises. En mettant les talents au centre des stratégies des entreprises et de notre stratégie, on est convaincu qu'on favorise un environnement où chacun peut s'épanouir, contribuer pleinement à grandir avec et auprès des autres. Notre mission chez Eurecia, c'est d'accompagner les entreprises en créant des solutions simples, efficaces et performantes à travers notre outil, mais également des services. Pour nous, nos solutions, elles sont basées et autour, pour répondre à vos enjeux et à vos organisations, autour de l'expérience, la performance et l'impact. Donc, en d'autres mots, nous sommes là pour vous aider à répondre à l'ensemble de vos défis RH et managériaux avec des solutions adaptées pour votre quotidien. Maintenant que vous en savez un peu plus sur nous, je suis impatiente de débuter la discussion avec toi, Marie-Sophie. Je te laisse la parole et te présenter et nous parler de ce vaste sujet. Merci beaucoup, Marianne. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui dans ce live pour vous parler de ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Alors, qui suis-je? Vaste sujet, je vais être rapide. Marie-Sophie Zambo, une passionnée, une experte de recrutement et plus généralement, plus globalement, de ressources humaines. J'ai à peu près 20 ans d'expérience professionnelle au compteur. Et puis, je suis aussi heureuse fondatrice de Racing RH, un cabinet de conseil en recrutement et marque employeur. Et donc, aujourd'hui, voilà, j'ai la chance d'être accompagnée de Marianne Cordré, qui est donc VP Human Resources chez Eurecia, pour aborder ce sujet ô combien stratégique, je l'ai dit, pour ne pas dire vital, des entreprises sur la fidélisation. Alors, pour ceux qui me connaissent un petit peu, moi, je suis très chiffre, je suis très citation. Donc, voilà, je ne pouvais pas commencer sans une citation. Donc, comme le disait déjà en son temps Napoléon Bonaparte, voilà, je suis remontée un petit peu, mais j'adore cette citation, je l'utilise régulièrement. L'art le plus difficile, c'est pas de choisir les hommes, mais c'est de donner aux hommes qu'on a choisis toute la valeur qu'ils peuvent avoir. Donc, j'ai choisi cette citation parce qu'elle illustre à merveille la problématique de la fidélisation et de l'engagement. Et moi, je suis vraiment ravie de voir que cette préoccupation de fidéliser et d'engager, elle est on ne peut plus d'actualité. Selon une dernière étude et enquête qui date du début d'année, lorsqu'on a interrogé en fait 500 dirigeants français, on leur a demandé quels sont vos principaux défis RH pour l'année 2024. Moi, je suis très très heureuse qu'ils aient répondu à 40%, et donc comme première priorité, comme premier défi, maintenir et développer l'engagement des collaborateurs. C'est arrivé en position number one. J'en suis très très contente parce que ce que j'ai tendance à appeler le service après-vente du recrutement, souvent n'était pas assez pris en considération. On avait tendance à se focaliser uniquement sur le premier levier, qui est le recrutement. Et recruter, c'est bien évidemment, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais à quoi bon recruter si on n'arrive pas à fidéliser, si on n'arrive pas à engager les talents? À quoi bon si c'est encore et toujours pour avoir recruté les mêmes profils en ayant l'impression de remplir le tonneau des Danaïdes et de vivre sans cesse le jour de la marmotte? Voilà, grosse référence culturelle. Désolée. Donc voilà, donc recruter, c'est bien. Comme je dis, c'est pas moi avec ma passion pour le recrutement qui veut dire l'inverse. Mais en fait, ça constitue
la première étape. Ce n'est qu'une étape et qui ne peut pas, en aucun cas, se suffire à elle-même. Donc, ça doit être complété par des politiques volontaires pour fidéliser, pour engager les collaborateurs, et ça, en fait, tout au long de la vie du collaborateur au sein de l'organisation. Et donc, c'est sur le triptyque recruter, attirer, fidéliser et engager que les organisations elles doivent concentrer leurs efforts. Et c'est ce triptyque qui constitue un véritable défi. Et donc, pour le relever, les méthodes de gestion des talents, elles doivent forcément, inévitablement, évoluer afin de répondre aux nouvelles attentes des collaborateurs. Merci Marie-Sophie. Alors justement, face à ces évolutions, à ces enjeux, ces défis dont tu nous parles, des attentes des dirigeants français et des entreprises, et du coup, face à ce nouveau triptyque, à ce triptyque-là, recruter, attirer, fidéliser et engager, que nous connaissons et dont on est convaincu qu'il faille le traiter dans son ensemble au niveau des entreprises, des directions RH et même en tant que manager, comment on peut ajuster nos pratiques, faire face et comment on peut bouger les mentalités et aussi par où commencer. Je sais que tu veux nous présenter comment faire à travers 3 grands pans, 3 grandes phases du cycle que j'appelle RH ou du cycle de l'entreprise, que sont l'onboarding et le recrutement. On commence par là, tu l'as dit. Le développement des compétences, mais également en fait tout le système de management, les managers, comment on les accompagne, comment on les embarque, comment on les accompagne dans ce rôle qu'ils ont là de courroie de distribution, comme j'aime bien le dire dans l'entreprise. Voilà, comment on peut rejoindre à ces enjeux. Tu as 35 minutes. Des fois, j'allais dire, allez-y, vous avez 4 heures face à ce vaste sujet. Là, on va essayer, on va essayer d'y répondre en 35 minutes. Voilà, merci. Parce qu'effectivement, vous avez 35 minutes. Le sujet il est tellement vaste qu'on pourrait parler pendant des heures et faire des livres. Donc, souvent, choisir, c'est renoncer. Donc, aujourd'hui, on a choisi de se concentrer sur certains éléments, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Et voilà, choisir, c'est renoncer. Donc, le premier, je me devais de forcément parler de recrutement et l'onboarding parce que, de toute manière, c'est la première étape. Et que, même si ça peut sembler étrange, fidéliser ses collaborateurs passe également, bien évidemment, par la manière dont on les a recrutés et la manière dont on les a onboardés. Il y a des actions qui sont essentielles, qui sont primordiales à entreprendre, et donc dès la phase de recrutement et d'onboarding. Donc, on ne va pas être ultra exhaustif, surtout sur ce volet-là, mais voilà, il y a quand même quelques messages qui me tenaient à cœur que je voulais redire aujourd'hui. Premier message, il est primordial en 2024, mais primordial, de soigner l'expérience candidat. Un des chiffres que je dis souvent, parce que pour moi, il est extrêmement marquant et puissant, c'est que 87% des candidats pensent que l'expérience de candidature, c'est un bon indicateur de la manière dont ils vont être traités en tant que collaborateurs au sein d'une entreprise. Voilà. Ils s'imaginent que par rapport au processus de recrutement, à l'expérience candidat, c'est vraiment le reflet. Ça illustre comment au quotidien, ils vont être gérés, ils vont être managés au sein d'une organisation. Donc, il est primordial de soigner véritablement l'expérience candidat. Pour autant, ne tombons pas dans je fais quelque chose où je vais survendre un poste pour attirer coûte que coûte. Ça, clairement, c'est à éviter. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là, parce que pourquoi? Ça va créer des désillusions et des déceptions. Ça va être complètement contre-productif, ça va nuire bien évidemment à la rétention, à la fidélisation des collaborateurs. Et il ne faut pas oublier que aussi bien une annonce de recrutement qu'un processus de recrutement, en fait, certes, ça a pour vocation d'attirer les candidats, mais ça doit aussi dissuader les candidats qui ne seraient pas pertinents ou qui ne se plairaient pas, n'arriveraient pas à s'épanouir au sein de l'organisation. Donc, il faut aussi parler des points qui sont moins glamour dans cette phase-là, les points moins glamour du poste et de l'organisation lors de cette phase même de recrutement et d'onboarding. Et donc, la promesse employeur se doit d'être une réalité vécue par les collaborateurs. Il ne faut pas tomber dans un effet pur com et paillettes, mais il faut vraiment que tout ce qu'on va dire lors de la phase de recrutement s'avère véridique et conforme à la réalité que vont vivre plus tard les collaborateurs. Sinon, il y a un effet déceptif et contre-productif qui est énorme. Et là, il va y avoir des démissions, il va y avoir des départs, etc. Il y a encore une petite phrase que j'adore et qui est de Thomas Chardin et qui est très bon pour les punchlines et qui dit justement que la marque employeur, c'est le bifidus actif de votre RH. Ce qu'elle fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc, si vous communiquez à l'extérieur sur des choses, c'est parce que réellement, c'est ce qui est présent en interne chez vous.
Autre petit conseil, il faut en fait, dès l'offre d'emploi, dès l'annonce de recrutement, penser à indiquer les perspectives d'évolution et de formation sur votre offre d'emploi. Et bien évidemment, voilà, qu'il soit en phase avec la réalité, et il faudra s'y tenir à l'avenir. Ça permet d'attirer des candidats qui ont pour objectif en fait de rester assez longtemps au sein d'une organisation. Voilà, ils vont pouvoir se projeter davantage. Et ceux qui veulent faire vraiment carrière ou un bout de chemin au sein de votre organisation, ça va les séduire, ça va les attirer davantage. Quant à l'onboarding, la fin du recrutement, entre guillemets, ça dépend suivant les usages. Il y en a qui arrêtent le recrutement à la signature de la promesse, d'autres après l'onboarding. L'onboarding, pour moi, fait partie du recrutement. Donc, un onboarding de qualité doit être bien cadencé, doit être adapté, doit être pertinent pour le poste occupé, pas quelque chose de trop générique, pas quelque chose qui fasse perdre du temps. Pourquoi c'est important? Pour retenir, fidéliser et engager, parce qu'il y a beaucoup de départs en fait dans les premières semaines ou dans les premiers mois après une intégration. Il y avait une étude réalisée par Cadre Emploi qui révélait qu'un cadre sur 3 a déjà démissionné à cause d'une mauvaise intégration. Donc, il est primordial de soigner, tout comme l'expérience candidat, soigner l'onboarding et donc l'expérience collaborateur pour ne pas créer de déception, pour ne pas qu'il y ait de départ. Conseil concret, je vais vite parce que je suis bavarde. Mentionnez dès l'offre d'emploi les perspectives d'évolution. Mentionnez dès l'offre la politique de formation, le nombre de jours de formation moyenne, le pourcentage dédié à la formation. Précisez si vous avez, je ne sais pas moi, un centre interne de formation ou des initiatives un petit peu différenciantes et particulières, et avoir des fiches de poste et des annonces qui soient vraiment très très claires concernant tout ce qui est compétences, tout ce qui est critères, parce que ça va faciliter en fait la suite du parcours collaborateur pour la mobilité interne et la formation. Mais j'anticipe un petit peu ce qu'on va dire. Merci Marie-Sophie. Bah, moi, je repars déjà avec ma to-do de choses, de nouveaux conseils, de nouvelles applications à mettre en place. Je suis complètement alignée avec toi. Chez Eurecien, chez Eurecia, on a retravaillé le onboarding parce qu'on a les mêmes enjeux, en mettant en place notamment des welcome interviews, 3 welcome interviews. La première avec la talent acquisition qui vous a recruté et qui s'assure en fait de savoir comment s'est payée votre expérience candidat et surtout que ce qu'on vous a présenté en entretien, ben c'est ce que vous vivez, qu'il n'y ait pas de différence. Il y en a une aussi également avec le manager et avec la people partner, ben justement pour savoir comment ça se passe, votre mission, vos enjeux, les relations avec vos collègues, avec votre manager, commencer à faire les premiers feedbacks. Mais on en parlera, je ne sais plus où. Et après, également, un troisième welcome interview avec moi-même et notre CEO, Pascal Grimaud, ben, pour avoir aussi leur feedback sur l'onboarding au sens large, mais également le projet, les valeurs de l'entreprise, comment ils le vivent. Donc, je suis complètement alignée. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci Marianne. Oui, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait que la qualité de l'intégration, c'est vraiment primordial et c'est essentiel. Il y a aussi un autre aspect qui est très très important. La petite transition, c'est la gestion des opportunités internes au sein de l'organisation. Donc oui, je voulais aujourd'hui parler de la mobilité interne. La mobilité interne, en fait, c'est un formidable levier pour fidéliser. Voilà, ça ne me rajeunit pas, mais avec mes quasiment 20 ans d'expérience, je me rends compte souvent que les entreprises, en tout cas en France, dès qu'il y a une opportunité, dès qu'il y a un poste qui s'ouvre, elles ont le réflexe, naturel, le réflexe, de vouloir aller chercher à l'extérieur, en fait, et de diffuser une annonce à l'externe de manière quasi automatique, au lieu de penser, en fait, en premier lieu à leurs propres collaborateurs. Et donc, il y a une étude, je suis très étude, je vais être très chiffre, allons-y. Donc, il y a une étude de la Harvard Business School qui m'avait marqué et qui disait que 60% des postes à pouvoir au sein d'une organisation pouvaient en fait être exercés par les collaborateurs même de l'organisation. Bien évidemment, si tant est que soit mis en place tout ce qui est programme adéquat de formation, d'accompagnement et de montée en compétences. Mais 60%, c'est pas neutre du tout, c'est même phénoménal. Donc, en fait, c'est vrai que moi, je plaide fortement pour que la mobilité interne, qui est sous-exploitée aujourd'hui, soit davantage remise au cœur du dispositif et des politiques RH. Un autre élément, s'il y a des personnes qui ne sont pas encore totalement convaincues, en moyenne, les entreprises en France qui disposent d'un processus de mobilité interne, certes, qui n'est pas forcément parfait, mais qui est quand même bien ficelé, réalisent un tiers de leur recrutement via la mobilité.
Donc voilà, historiquement, c'est vrai qu'en France, ça a souvent été le parent pauvre des politiques RH, tout ce qui est mobilité interne. Et là, il y a un petit peu un décalage que j'explique pas forcément. C'est pour ça que j'ai une expression que j'ai reprise dans une étude en disant qu'en France, sur ce sujet, on était plus croyants que pratiquants. Parce que quand on interroge les entreprises, les DRH, etc., ils nous disent bien évidemment la mobilité interne, c'est stratégique. Donc pour 87% des entreprises, c'est stratégique, mais pour 55% d'entre elles, c'est pas prioritaire. C'est pas forcément totalement appliqué, mis en œuvre, etc. Donc le déploiement d'une vraie politique complète de mobilité interne, c'est encore très très hétérogène en fonction des organisations, des structures. Donc il faudrait que collectivement, c'est vrai, on progresse là-dessus parce que c'est un moyen assez simple, entre guillemets, je sous-estime pas derrière, mais assez simple quand même de fidéliser et d'engager ses collaborateurs. Et c'est une erreur, en fait, de ne pas lui accorder le temps et le crédit suffisant. Alors, si je peux juste faire une petite parallèle chez Eurecia, je pense qu'on fait partie des 95% des entreprises qui considèrent la mobilité interne comme stratégique, mais je me retrouve aussi dans ce que tu dis. Ça fait seulement, on l'a toujours pratiqué, mais ça fait seulement que finalement quelques mois qu'on a mis à disposition et qu'on a co-construit le process de mobilité. En fait, c'est de se dire, ok, c'est possible, mais comment on fait en fait pour postuler, comment on fait pour qui on va voir, comment ça fonctionne. Voilà, pas mettre de barrières. Donc voilà, on affiche les posts dans nos écrans, dans nos newsletters, les talents d'acquisition et les managers sont à disposition là-dessus. On parle beaucoup des promotions. Mais voilà, l'année dernière, seulement 15% de nos recrutements ont été réalisés via la mobilité interne. Donc on doit progresser encore là-dessus quand je vois l'étude d'Harvard que tu nous présentes. Voilà, continuer à communiquer, continuer à la faciliter. Donc merci beaucoup pour les conseils sur la mobilité interne. Mais je crois que tu avais d'autres sujets dont tu voulais nous parler. Oui, bah, ravie de constater qu'on est aligné, j'avais peu de doutes. Donc oui, pour aller plus loin, ce qu'on a essayé aussi pour ce live d'aujourd'hui, c'est après de donner des conseils un petit peu macro et puis après des choses beaucoup plus concrètes. Donc là, je vais aller dans le concret sur ce sujet. Ayez le réflexe avant d'ouvrir un poste à l'extérieur de chercher véritablement à recruter en interne et donc former véritablement tout le monde pour que ça devienne un vrai réflexe. Mettez en place un système de communication sur les opportunités internes, un système de bourse à l'emploi. Important aussi, idée qui, voilà, je connais des organisations qui l'ont fait et ça a porté ses fruits. Communiquer, en fait, sur les réussites de personnes, voilà, qui ont réussi à évoluer en interne avec, bon, le format privilégié, ça va être des vidéos, avec des vidéos témoignages à utiliser dans des annonces, sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet, en disant, voilà, il nous a rejoint en tant que, et puis au fur et à mesure, on l'a formé, il a évolué, il a émis le souhait d'aller vers tel poste, on l'a accompagné, bien évidemment. Et ce genre de vidéos, c'est super pour soigner aussi votre marque employeur, ça vous aide à recruter. Et puis, ça donne aussi l'idée à vos propres collaborateurs de se manifester parce qu'ils veulent aussi évoluer en interne. Autre petite idée, l'appliquer à Hello Work, mais il y en a d'autres qui le font, mais j'ai lu dernièrement un article là-dessus, faire un vie ma vie, proposer des vies ma vie, proposer à ses salariés voilà, d'avoir un meilleur aperçu de la vie concrète, quotidienne, professionnelle d'un de ses collègues. Et donc voilà, on swap un petit peu de poste et puis on va découvrir voilà, quel est son quotidien pour créer des idées, des envies de mobilité. Alors, outre la mobilité interne, un autre levier, là, qui vient évidemment assez rapidement à l'esprit pour fidéliser les collaborateurs, c'est la politique de développement des compétences et donc la politique de formation. Cette dernière doit être musclée. Donc, il y a d'innombrables études, de très très nombreuses études qui ont été menées et qui prouvent toutes, bien évidemment, que les employés qui ont accès à une formation, ils sont plus susceptibles d'être satisfaits au quotidien de leur travail et de rester dans l'entreprise. Donc, je citerai des chiffres d'une étude récente de LinkedIn sur le sujet qui disait que justement, c'était 47% des employés qui étaient plus susceptibles d'être satisfaits de leur travail et 34% plus susceptibles de rester dans l'entreprise sur du long terme. Tout ça lié à la politique de formation. Les employés, assez logiquement, qui vont suivre une politique de formation, ils vont avoir tendance à être plus engagés et à être plus
productif. Il y a une autre étude qui a été menée par la Conference Board qui a révélé en fait que les entreprises qui investissaient dans la montée en compétences et qui avaient une politique de formation structurée et performante, elles arrivaient en fait à réduire leur taux de turnover. Et donc le taux de turnover était inférieur de 12% pour ces entreprises-là versus ces autres entreprises qui en fait sous-estiment et n'investissent pas suffisamment dans la formation. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que la formation, c'est un outil puissant pour améliorer la fidélisation des employés et qu'il faut absolument investir dans la montée en compétences de ses collaborateurs. Donc, en plus, bon, cerise sur le gâteau, ça va améliorer la marque employeur et ça va permettre après de recruter plus facilement. C'est un peu un cercle vertueux. Des choses à préciser quand même là-dessus, c'est que d'une, le collaborateur, il doit être partie prenante du parcours de formation proposé. De deux, il doit pouvoir exprimer ses nouvelles compétences au sein de l'entreprise, dans un délai raisonnable en cas d'évolution, parce qu'une connaissance, c'est théorique, et une compétence, c'est opérationnel. Donc, une compétence, une connaissance, pour ne pas la perdre, il faut pouvoir la mettre en pratique. Donc, si vous mettez à disposition, si vous formez vos collaborateurs, il faut aussi prévoir dans une échéance, sous une échéance de 6 à 12 mois, la possibilité pour eux de mettre en pratique ce qu'ils ont pu apprendre, sinon ça va créer de la désillusion et du mécontentement. Et puis aussi, ce qui est compliqué, c'est que une offre de formation, si elle est disponible mais qu'elle n'est pas connue et que personne ne s'en empare, ça reste lettre morte et ça ne va pas produire les effets escomptés. Donc, c'est un véritable enjeu aujourd'hui pour les organisations, pour les RH et pour les dirigeants, de faire connaître véritablement sa politique de formation. Donc, il faut informer sans cesse, sans relâche, clairement sur votre politique de formation, sur les options. Il faut que vous puissiez accompagner vos collaborateurs dans l'identification de leurs besoins, que vous validiez leurs choix et que vous veillez véritablement à la mise en application de ces formations et que vous fassiez un suivi qui soit minutieux. Parce que voilà, aussi formidable qu'il soit, une politique de formation, un plan de formation, s'il est mal connu, ça ne remplit pas son rôle. Donc, conseil concret pour être peut-être un petit peu moins théorique. Ouais, super. Communiquer sur le catalogue de formation et les possibilités offertes au sein de votre organisation. Veillez donc, je l'ai dit, à ce que les collaborateurs puissent mettre en pratique sous 6 à 12 mois maximum en fait, les nouvelles compétences acquises pour qu'ils ne les perdent pas, pour qu'ils restent motivés et engagés et qu'ils restent satisfaits. Et aussi, s'assurer que les formations, elles répondent bien aux besoins. Et donc, pour ce faire, moi, je vous conseille de recourir à des enquêtes de satisfaction de manière automatique pour valider en fait l'adéquation, la pertinence de ces formations et si ça répond bien aux attentes et aux besoins des collaborateurs. Et donc, je suppose que tout ça, c'est pour baisser le turnover, bien évidemment, et je suppose que c'est aussi un sujet difficile à dire, un sujet chez Eurecia. Ouais, pas facile. Oui, effectivement, on cherche à réduire notre turnover. Quand je suis arrivée il y a 2 ans, on a mis en place les entretiens, de départ, déjà pour comprendre en fait pourquoi les collaborateurs, quittaient Eurecia et il ressortait effectivement ce besoin de formation qui n'était pas assouvi ou voilà, à clarifier. Donc on a décidé de doubler le budget et les heures, mais pas juste doubler pour doubler, comme tu le disais, en disant: «OK, quelles sont les attentes, les besoins?» Et ainsi, c'est vrai qu'on a pu, la première année et continuer à faire se voir, donc c'était l'année dernière, que 81% de nos collaborateurs ont suivi une formation ou ont été formés dans l'année. Tout ça ayant pour objectif et folle ambition, de devenir une entreprise apprenante. On est convaincus que le travail est un apprentissage et que l'apprentissage passe par le travail. Donc voilà, à travers le plan de formation qui, comme tu le disais, adapté, qui répond à des enjeux. Et je prends le conseil sur les enquêtes automatiques que j'adore. Des ateliers, mais on a aussi mis en place, à la demande des salariés, des ateliers portés par les salariés pour la transmission de leurs connaissances à eux. On a également mis en place la solution EdFlex où chacun peut aller se former quand il le veut, sur les thématiques qu'il veut. Mais c'est aussi une façon pour nous de leur mettre des programmes en fonction des enjeux, des besoins du moment, de la RSE, de la cybersécurité, de la RGPD, mais également comment faire des feedbacks. Voilà, qu'on travaille sur la formation et qu'on constate la réduction de notre turnover. Donc, je peux qu'illustrer ce que tu disais.
Je te propose de passer le deuxième, à notre thème sur la qualité du management, le troisième, pas le deuxième. Et comme depuis tout à l'heure, j'adore tes études. J'adore tes citations. Je sais que tu as un adage par rapport à ça. Donc, je te laisse l'introduire pour nous parler de ce thème-là. Mais forcément, l'adage sur le management, c'est on ne quitte pas une entreprise, mais on quitte un manager. Voilà, c'est un adage très très connu et souvent il y a quand même des fonds de vérité. Et là, les enquêtes, c'est pas juste comme ça, c'est les enquêtes prouvent que globalement c'est ça qui est le premier critère. Et moi, ça m'attriste, pour dire les choses, ça m'attriste parce qu'en fait, le management, ayant aussi en plus été manager dans ma vie, tout particulièrement, mais le management, ça ne devrait pas être un facteur d'attrition, mais au contraire, ça devrait être un facteur de rétention des collaborateurs. Ça devrait être une force. Donc c'est vrai que ça m'attriste plutôt de dire ça. Alors je ne le découvre pas, c'est un constat, parce que pour qu'un collaborateur il se reste motivé et engagé, qu'on le fidélise, ses premières attentes concernent aussi et avant tout son manager, parce que c'est avec lui qu'il y a le plus d'interactions à peu près au quotidien. Et ce qu'il veut, c'est avoir des feedbacks et avoir des points réguliers avec son manager. Il veut des temps d'échange, voilà, à intervalles réguliers avec lui, ça c'est impératif. Alors, les points, idéalement, ça doit être hebdomadaire, par manque de temps, pourquoi pas toutes les 2 semaines. Il y a aussi des points trimestriels ou semestriels et le fameux entretien annuel. Et faire des feedbacks et des points réguliers, c'est important. C'est faire un point sur les tâches accomplies, sur les réussites, sur les difficultés, sur la charge de travail. Est-ce qu'elle est adaptée ou non? Est-ce que la personne elle est sous l'eau? Comment elle vit les choses? C'est aussi en profiter en fait pour faire des feedbacks et qu'ils soient positifs ou négatifs. Attention parce que souvent feedback on pense un petit peu négatif mais positif également. Il y a d'ailleurs petit chiffre, ça te manquait Marianne, il y a un petit chiffre sur le feedback positif qui dit que 72% des collaborateurs ayant reçu un feedback positif lors des entretiens se disent plus engagés. Donc profitez de ces points d'échange, qu'ils soient formels ou informels, voilà, pour faire du feedback qui soit positif et négatif. Et bien évidemment, il faut aussi en tant que manager utiliser ces moments-là pour prodiguer des conseils et faire passer vos directives. Les bienfaits, ça va être une meilleure communication, donc conduisant inévitablement, forcément, à une meilleure compréhension des attentes et des besoins de part et d'autre, j'insiste là-dessus, l'augmentation de la satisfaction des collaborateurs, la meilleure rétention des collaborateurs, et puis un climat de travail qui soit quand même plus sain, plus apaisé et plus collaboratif. Donc, on parle feedback et points réguliers, forcément, on pense aussi assez immédiatement à l'entretien annuel. C'est la pierre angulaire, en fait, de toute politique RH. C'est un outil de développement des compétences, un outil d'évolution professionnelle, un outil de gestion de l'organisation du travail, un outil de mesure, en fait, aussi également du climat social. Et force est de constater quand même que depuis ces dernières années, l'entretien annuel, il est un petit peu en perte de vitesse. On lui reproche voilà, sa périodicité inadéquate, une fois par an, la verticalité du management, un processus aussi vécu parfois comme quelque chose d'anxiogène. Donc là encore, désolé ou pas, mais chiffres, mais parce que moi, il m'avait marqué, 41% des salariés redoutent l'entretien annuel et 48% de ces derniers vont même jusqu'à dire que c'est tout simplement le pire moment de leur année. Donc, on voit que collectivement, on a quelque chose à faire par rapport, entre guillemets, à cette grande messe qui est l'entretien annuel, pour que ça ne soit pas quelque chose qui soit redouté à ce point-là, mais qu'on voit davantage les bienfaits que peut apporter l'entretien annuel. Donc, dans les propositions, je ne vais pas révolutionner les choses, surtout en 35 minutes ce matin, mais dans les choses que, voilà, ensemble, on a discuté en amont, on voulait passer comme idée, il y avait déjà que l'entretien annuel, ce qu'on lui reproche, c'est sa périodicité. Donc, ce qui est en train de changer et la tendance forte là-dessus, et moi j'adhère à cette tendance, c'est de remplacer en fait cet entretien annuel, cette grande messe annuelle par des points en fait qui soient plus réguliers, à savoir 3 ou 4 fois par an. Et il y a des entreprises comme par exemple Microsoft qui appellent ça des connects et qui font des connects d'une heure 3 à 4 fois par an. Ça permet voilà, d'avoir un suivi plus étroit et d'avoir plus de proximité que d'attendre une fois par an qu'un coup près tombe. Autre idée aussi, ça va être d'opter et de déployer pour l'entretien annuel 360 à 360 degrés. C'est une méthode en fait d'évaluation des performances pour ceux qui sont pas très très au fait.
Alors, on évalue un employé, mais ça inclut pas seulement les feedbacks qui proviennent de son N+1, mais ça va inclure en fait tous les feedbacks de ses collègues, de ses subordonnés, s'il y en a, des clients, des partenaires. Donc, c'est vraiment une vue à 360 degrés et pas seulement l'avis du supérieur hiérarchique direct. Donc, ça permet d'avoir en fait une vision et une vue d'ensemble qui est plus complète, plus large, sans doute aussi plus équilibrée, il faut dire, aussi bien des compétences que des comportements et des contributions que l'employé a apportées à l'organisation. Donc, je vois quand même de nombreux avantages à cet entretien à 360. La vision globale, ça offre une vue d'ensemble, comme j'ai dit, des performances du collaborateur en tenant compte de différents points de vue et ça réduit les biais potentiels. Amélioration continue, en fait, les feedbacks de multiples sources, ils permettent à l'employé d'identifier plus précisément ses forces et ses faiblesses, et ça lui permet après de pouvoir acter et travailler en fait sur son développement professionnel. Il y a aussi une idée de la culture de transparence qui est de plus en plus plébiscitée en fait par les organisations et par les collaborateurs. Quand on implique plusieurs parties prenantes dans l'évaluation, forcément on encourage une culture de la transparence et une communication qui est plus large et plus ouverte au sein de l'organisation. Et en fait, l'engagement accru, hein, qui est le thème de notre live aujourd'hui, les employés vont se sentir plus valorisés et plus soutenus, sachant qu'en fait, leur performance, leurs contributions ont été examinées de manière équitable et assez exhaustive. Voilà. Donc ça, c'était feedback, point régulier, entretien annuel. Donc voilà, ça, c'est des grandes messes, mais en fait, on n'est pas du tout obligé d'attendre ces points-là ou cette grande messe annuelle ou 3-4 fois par an pour pouvoir mettre en place des actions pour fidéliser, engager ses collaborateurs. En fait, au quotidien, au fil de l'eau, un truc qui fonctionne très très bien, qui coûte globalement peu d'argent, c'est faire preuve de reconnaissance. Et ça, dans tous les sondages, dans toutes les études, tous les baromètres, je ne sortirai pas de chiffres. Et c'est ça qui ressort, c'est que les collaborateurs, ils veulent ressentir cette reconnaissance. Donc voilà, n'hésitez pas à féliciter en personne vos collaborateurs, à célébrer les objectifs atteints, les tâches difficiles accomplies, à valoriser les missions achevées grâce à la communication interne, à éventuellement valoriser financièrement leur application au quotidien avec des primes, des avantages, des augmentations. Et puis voilà, chouchoutez-les avec des repas d'équipe, des sorties, du team building, des séminaires, ce genre de choses. Super. Merci beaucoup. Est-ce que tu voulais nous parler est-ce que tu avais d'autres conseils concrets? Je me permets d'intervenir parce qu'on n'a plus que quelques minutes avant Oui, de laisser la place aux questions sur tout à fait. conseils concrets sur le management. Alors, oui, et je vois, je suis bavarde. Quelques conseils concrets, je vais choisir. Former véritablement les gens au management, ça semble bête, mais souvent ils ne sont pas forcément formés, surtout les primo-managers. Donner de la perspective aux collaborateurs en rattachant chaque action en fait, à un projet beaucoup plus grand. Mettre en place un employé net promoter score. Voilà, là je vais rapidement, mais je répondrai à toutes vos questions là-dessus. Et c'est pour mesurer la satisfaction et l'engagement de vos employés. Trimestre après trimestre, c'est important. Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Et voilà, n'hésitez pas à fêter les succès et mettez en place des rituels au sein de votre équipe et sanctuariser des temps dédiés pour ces rituels, c'est primordial. Merci. Rapidement, juste pour compléter, parce que voilà, je suis Récia pour vous donner des tips aussi encore pratiques. Dans l'accompagnement des managers, on a mis en place des codev. J'anime des codev tous les mois avec les managers, où ils partagent en toute transparence leurs problématiques et où les autres les aident. Mais pas que avec les managers. On l'ouvre maintenant, on va l'ouvrir ce mois-ci avec nos ambassadeurs. Voilà, c'est du grandir ensemble. On a également nommé des ambassadeurs au feedback. Même pas nommé, je me dis une bêtise moi-même. On a des volontaires, des collaborateurs qui sont portés volontaires, qu'on a formés et qui vont former à leur tour les collaborateurs parce que le feedback, en fait, il faut que tout le monde le maîtrise, tout le monde sache le faire, tout le monde sache l'entendre. Et puis, tu as en parlé rapidement sur comment on embarque et on rattache les projets, le quotidien des collaborateurs à des objectifs beaucoup plus grands. On a mis en place la méthode OKR, qui est le chemin pour atteindre la stratégie et où chacun rattache son projet, son quotidien à OK, quelle est ma pierre là, que j'apporte pour atteindre la stratégie.
Je me permets juste, Marianne, de Oui. dire OK, c'est Tu désolée as pour raison. mon accent, objective and key results. Tu as bien Sorry. raison. Excusez-moi, c'est moi. Merci pour ce compliment. Avant de passer aux questions, Marie-Sophie, je sais que tu voulais également peut-être parler un peu plus enfin, avoir quelques données de conclusion sur le turnover ou sur les critères d'importance pour choisir le poste. Est-ce que tu veux finir là-dessus? Oui, oui, oui. Alors, merci, merci Marianne pour ces exemples très, très concrets. Et il y a des choses que je retiens et je les utiliserai. Je vais te piquer des idées, je vais vous piquer des idées. Donc oui, pourquoi on a fait aussi ce live aujourd'hui? Parce que le turnover, il a doublé en France. En 20 ans, il s'élève à 15%. Donc c'est une vraie problématique qui est très, très forte. Et ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, c'est que le recrutement, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Et ça dissinue tout ce qui est problématique de fidélisation, d'engagement et d'absentéisme. Et donc, le véritable enjeu aujourd'hui, c'est certes de recruter, mais de réussir à fidéliser et à engager. Et donc, ça va passer par des actions à chaque étape de la vie du collaborateur. Du recrutement, en passant par l'onboarding, le management au quotidien, la politique de formation, la mobilité interne et jusqu'à l'offboarding. On espère en tout cas, avec Marianne, vous en avoir convaincu. Et puis, comme j'ai dit, choisir, c'est renoncer. En 35 minutes, on ne pouvait pas parler de tout. Mais je voulais finir là-dessus. Ce qui me tient à cœur, c'est de dire que dans une des pistes, bien évidemment, il y a mettre à disposition des collaborateurs des outils qui vont faciliter concrètement leur vie au quotidien, que ce soit dans l'exercice de leurs fonctions, que ce soit en tant qu'employé, avec des outils pour faire les comptes rendus d'entretien annuel, pour demander une formation, pour voir ses congés. Voilà, ce genre d'outils, c'est primordial et ça permet de fidéliser aussi les collaborateurs. Ok, merci vraiment Marie-Sophie parce que c'était à la fois chiffré, Chiffré. c'était clair, il y a beaucoup de conseils pratiques qu'on peut mettre soit rapidement, soit sur du plus long terme dans nos organisations avec les études qui montrent les impacts de tes conseils. Je t'en remercie. Je vous propose qu'on passe aux questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat du live. Alors, je me tourne vers la technique. J'ai toujours rêvé de dire ça. Ça y est, c'est passé. Pour savoir s'il y a des premières questions. Moi aussi, j'ai toujours rêvé de dire ça. Écoute, Technique, la régie, y a-t-il des questions? La régie, s'il vous plaît, y a-t-il des questions? Parce que effectivement, pour expliquer à ceux qui visionnent le live, nous ne voyons pas les questions et vos réactions. Elles arrivent. Elles arrivent. Alors peut-être qu'elles vont arriver tout en masse, Marie-Sophie. Alors, en attendant que ça arrive, Pour le moment, oui. vu que j'étais frustrée sur les pistes, bien évidemment, pour fidéliser et engager vos collaborateurs, il y a veiller à avoir un environnement de travail qui soit agréable, qui soit ergonomique, qui soit bien conçu. Il y a tout le volet, mais on ne pouvait pas l'aborder en 35 minutes, de la rémunération et des avantages qui soient attractifs en phase avec les attentes des candidats et des collaborateurs aujourd'hui. Il y a tout ce qui est équilibre vie privée, vie professionnelle, bien évidemment, avec les sujets de télétravail, de semaine de 4 jours. Et la transparence, on l'a évoqué rapidement, c'est de plus en plus une demande et une attente des collaborateurs. Justement, on a une question, c'est quels sont les meilleurs leviers pour renforcer l'engagement des collaborateurs dans un contexte de télétravail accru? Alors, les leviers pour renforcer dans un contexte de télétravail accru. Oula. Alors moi j'en ai une, si le temps que Oui. tu ne serait-ce qu'au niveau de l'onboarding, Mm. quelque chose qui peut se faire complètement en visio. On a mis en place ce qui s'appelle la welcome visio. Dans le onboarding, c'est le collaborateur, enfin c'est plusieurs nouveaux collaborateurs qui en 5 minutes se présentent à travers une anecdote. Pourquoi une anecdote? Parce que franchement, une anecdote, tout le monde la retient. Et cette anecdote-là, il la présente sous forme de questions à tous les collaborateurs qui participent à la visio et qui ont 3 possibilités de réponse sur l'anecdote réellement rencontrée par le collaborateur. Et ça marche vachement bien. Il y a tout le temps quasiment tous les salariés qui votent. Et ça permet, en fait, quand vous croisez ce collaborateur, après cette welcome visio, de le croiser dans les couloirs, de lui dire « Ah, mais oui, c'est toi qui t'es fait piquer ton sandwich par un goéland au bord du canal. »
Voilà, je dis ça, mais en fait, on découvre qu'on a des princesses, qu'on a des gens qui ont des stars dans leur famille. Et ça permet de briser, c'est un icebreaker vraiment de OK, ben, mon collègue, il est pas, ce collègue-là, il n'est pas dans mon service, mais finalement, je le rencontre. C'est une façon de l'intégrer parce on a discuté, j'ai l'anecdote, voilà, et donc je peux, lors de la conversation, immiscer l'anecdote dont tu nous as parlé. Génial, ça me fait penser à, à quelque chose que j'avais lu dans le livre de Ludovic Girondon. Je fais exprès d'en parler parce que je le recommande. On ne peut pas tout dire aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'idées. Dream Team de Ludovic Girondon. Et il disait justement, comme icebreaker, pour intégration aussi, faire en sorte que les personnes, en fait, disent, par exemple, deux vérités ou un mensonge ou l'inverse, Voilà, avec les choses un petit peu les plus improbables, parce qu'après, ça crée du lien et on se rappellera, ah, c'est un tel, c'est un tel. c'est tout à fait ça. Mais le télétravail, c'est vrai que c'est une vraie problématique et que moi, je suis assez pro télétravail à titre personnel, mais c'est comme tout, ça dépend comment c'est fait. Et donc, en fait, il faut véritablement poser le stylo à un moment et toutes les organisations se disent, si moi, je suis en full remote ou télétravail, ou si moi, je suis en hybride, forcément, ça va avoir un impact sur la manière dont je vais onboarder et intégrer mes collaborateurs. Il faut que je l'ai en tête et il faut que quand je fais venir les gens sur site, je ne les fais pas venir, entre guillemets, gratuitement. Ce n'est pas pour qu'ils fassent des choses qu'ils auraient totalement pu faire à la maison. Je les fais venir parce qu'il y a une vraie raison et donc j'en profite pour avoir des réunions, pour créer du lien, pour avoir des événements qui vont les rapprocher et créer de la cohésion. Donc, je ne vais pas donner de recette miracle, si ce n'est qu'en fait, c'est une vraie problématique. Il faut vraiment que vous y réfléchissiez en amont en disant comment je veux articuler les choses. Et surtout, voilà, si les gens viennent, c'est pour une vraie raison et je vais en profiter pour qu'il y ait des réunions, des grandes messes, pour que les gens se croisent, pour qu'ils déjeunent, prévoir un déjeuner, prévoir ce genre de choses. Et je redis, je n'ai pas d'action. Mais moi, j'ai la première version, mais la dernière version du livre de Ludovic Girondon sur Dream Team, il a inclus aussi cette dimension de télétravail. Et il y a des bons conseils là-dedans. Donc, n'hésitez pas à aller piocher. C'est rempli de conseils très, très concrets et activables. Merci. Nous avons une deuxième question. Dans le cadre des évaluations à 360, comment parler d'un feedback d'un client interne, autre service en parallèle, sans risquer un conflit avec le service concerné, a posteriori si le feedback est négatif? Donc, effectivement, dans les évaluations de 360, comment parler d'un feedback d'un client interne, autre service parallèle, sans risquer un conflit? Alors, le feedback, normalement, il est au service de l'autre. Donc, on le fait pas pour engendrer un conflit ou en limiter un. On le fait généralement pour améliorer l'autre. En fait, déjà, la première chose, c'est dans les 360, bon, travaillez vos questions, en fait, les questions auxquelles, en fait, vous soumettez l'évaluation du collaborateur concerné. Nous, ce qu'on préconise, et après, en parallèle, travailler le feedback pour que les collaborateurs apprennent à faire des feedbacks et à les recevoir. Je peux vous préconiser de notre côté, de notre côté recherche, c'est que l'évaluation du 360, quand on a les résultats, on reçoit le salarié, généralement c'est son manager et quelqu'un de la RH, pour pas qu'il y ait une réception à chaud comme ça, bam, des résultats, et on l'accompagne dans ses réactions, voilà, et dans, je dirais, l'analyse et l'absorption du 360 pour qu'il en retire ce qu'il y a à en retirer et qu'il ne le vive pas comme une agression quand il y a des évaluations plus négatives que d'autres. Oui, sur ce J'espère bien point, répondre à la question. J'espère que c'était celle-ci. je me permets de compléter, Marianne, qu'effectivement, on parle d'entretien 360 comme d'autres politiques, comme d'autres idées. Il y en a qu'on peut tout de suite mettre en œuvre, ou d'autres, il faut avoir préparé le terrain. Et c'est vrai que là, on ne peut pas forcément totalement du jour au lendemain mettre ça en place. Il faut qu'il y ait une certaine quand même culture d'entreprise qui s'y prête, ou en tout cas préparer le terrain. Et forcément, c'est une culture du feedback qui doit être ouverte. Sinon, ça peut mal passer, ça peut plutôt créer des conflits interpersonnels ou des conflits entre les personnes. Donc, il y a des préconisations sur la culture d'entreprise, sur expliquer, comme tu disais, l'intérêt de ça, ce qu'on recherche, que le feedback, c'est justement pour progresser, pour s'améliorer, mais
collectivement. Donc, quelle est l'utilité de ça? Que ça ne va pas être utilisé comme des choses pour pouvoir, entre guillemets, descendre la personne, mais justement pour pouvoir essayer de travailler en bonne intelligence et progresser collectivement. Donc, la culture de la transparence, du feedback, former les gens au feedback, parce que dire les choses, c'est bien, mais comment le dire également. Donc, vraiment former les gens sur la manière de faire passer au mieux les messages. Et idéalement, alors il y en a après, vu la taille des structures, on va deviner, mais idéalement aussi, il y en a qui recommandent l'anonymat pour, voilà, pour ce genre de choses, pour permettre plus une liberté de ton. Mais je dirais qu'il faut avoir préparé le terrain et que c'est là où les interlocuteurs RH et les managers, mais tout particulièrement aussi les interlocuteurs RH, ont tout leur rôle à jouer, c'est d'expliquer pourquoi en fait on va dans cette direction pour que ça ne soit pas vécu comme quelque chose d'éventuellement punitif, comme générer du stress supplémentaire en disant ah, j'ai tout le monde éventuellement qui va s'exprimer sur moi et qui risque de me tomber dessus, et qu'on explique en fait pourquoi on met ça, ça part vraiment de bonnes intentions et quels sont les gains escomptés. D'accord, merci. Nous avons une autre question. Auriez-vous davantage de conseils pour fidéliser les collaborateurs dans la fonction publique? Alors, si tu peux, pardon, je suis désolée, vu que je ne les vois pas. Ouais. Auriez-vous davantage de conseils pour fidéliser les collaborateurs dans la fonction publique? J'ai du mal à. Ça m'intéresserait éventuellement de parler avec la personne pour voir quelle différence notable a fait entre la fonction privée et la fonction publique sur ce point-là précisément. Moi, j'ai évolué. Alors, je suis plus privée parce que j'ai 15 ans à peu près dans le privé et 3 ans dans le public. Je vois pas de différence forcément forte au quotidien en tant que salarié ou en tant que collaborateur. Donc, j'ai pas forcément de. Les exemples de mobilité interne fonctionnent dans la... Mais oui, totalement, et d'autant plus sur quelqu'un qui n'est pas contractuel mais qui est fonctionnaire, parce que quelqu'un qui est fonctionnaire, il doit faire toute sa carrière au sein du service public, donc on doit d'autant plus en fait s'intéresser à sa mobilité. Après, il y a des contraintes qui sont propres au public sur éventuellement des grilles de salaire ou ce genre de choses, donc c'est vrai que là-dessus, il y aura peut-être moins de latitude que dans le privé. Pareil pour des primes ou ce genre de choses. En revanche, sur la mobilité interne, sur du feedback régulier, du suivi, du développement de compétences, pour moi, je ne fais pas forcément de grande différence entre privé et public. Mais toujours, en fait, ce qui sera important et un des atouts dans le public tout particulièrement, alors je n'énigre pas le privé, mais voilà, dans le public, je pense que c'est plus facile de mettre en avant le sens. Donc, en fait, pour fidéliser et engager ses collaborateurs, redire, voilà, on est dans le public. Donc, en fait, ce que vous faites, c'est au service d'une collectivité. Et ça, c'est très, très chouette. Donc, peut-être refaire des piqûres de rappel régulièrement pour rattacher, en fait, la tâche et le poste du collaborateur à un ensemble beaucoup plus grand et montrer à quel point en fait il contribue à des missions qui sont au service de la collectivité. Et ça, c'est quelque chose qui a typiquement le public que n'a pas le privé. Donc, c'est un des avantages, c'est plus facile de mettre en avant éventuellement du sens en fait. D'accord. Merci. Merci Marie-Sophie, merci pour vos questions. Nous essayons de garder le timing en main afin de, bon, voilà, et c'est bon, de permettre à tous et à toutes de retourner à vos activités, à votre pause de déjeuner. Néanmoins, alors, je vous invite à suivre Marie-Sophie sur LinkedIn, qui est très active et qui pourra répondre à vos autres questions et peut-être échanger avec vous sur d'autres sujets au besoin. Également, vous pouvez suivre la page Eurecia par la même occasion si ce n'est pas déjà fait. On sera également à votre disposition. Et pour info, le replay sera disponible directement sur la page de l'événement. Merci pour votre participation et puis on vous dit à bientôt pour un prochain live. Merci beaucoup. Merci Grand plaisir. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.